Donc, on se trouve ici à l'Institut Pascal avec Éric Monacelli. Je vais te tutoyer et je vais te laisser faire une présentation bio de ta vie professionnelle, académique. Un peu ton parcours si tu veux, un peu... Ah, le parcours aussi. Aussi, oui, oui. Ben, pour qu'on sache en fait d'où tu viens, puis je vais dire quels sont tes biais positifs D'accord. et ou négatifs par rapport au sujet des mobilités urbaines. Donc, je te laisse te présenter. Donc, je m'appelle Éric Monacelli, je suis enseignant-chercheur, professeur à l'Université de Versailles, et mon domaine de spécialité, c'est, on va dire, la robotique, plus exactement la robotique interactive, et en termes d'application, l'assistance à la personne, et plus particulièrement en ce moment, l'assistance à la mobilité de la personne en situation de handicap. Et d'où je viens, j'ai un parcours plutôt, on va dire, type techno, avec une compétence en robotique, qui m'a conduit petit à petit à travailler sur la collaboration entre des robots, Mhm. puis la collaboration entre des hommes et des hommes ayant des difficultés d'interagir avec des robots aidant les hommes à réaliser un certain nombre de tâches, Mhm. et donc finalement à aborder d'une façon comme ça un peu détournée l'interaction, la problématique de l'interaction et de l'assistance pour aider cette interaction, Mhm. qui m'a conduit doucement à travailler autour des problématiques de mobilité, des ambulateurs fauteuils roulants robotisés, et puis petit à petit monter à la problématique de qui décide d'aider qui dans cette relation perturbée d'aide à la mobilité. Uh-huh. Et aujourd'hui, je développe un certain nombre d'actions autour de l'assistance à la mobilité. J'ai une particularité, c'est que pour atteindre ce monde du handicap, euh, j'ai dû, enfin, c'est un peu dans ma façon de réfléchir, l'idée c'est d'aller vraiment au contact des besoins, d'aller chercher des relations avec les usagers finaux, entre guillemets. Et surtout, il y a une vingtaine d'années, il y avait des difficultés de réunir, tout ça c'était dans des mondes différents, Oui. le monde du handicap, des associations des usagers, les chercheurs dans leur coin, les industriels dans leur coin. Et donc, assez vite, on a été amené collectivement à créer une structure qui fait un peu le pont entre tout ça. Et donc, ça a donné lieu à la création d'une association qui s'appelle le CEREM, dont je suis aujourd'hui le président, et qui est le Centre d'expertise nationale sur les aides à la mobilité. Et ça veut dire qu'en fait, il y a les deux volets qui commencent à apparaître dans mon parcours. Le côté, j'allais dire, amont, plutôt recherche, Oui. et le côté aval, plutôt autour de l'usage, école de la mobilité, apprentissage des choses très terrain, Mhm. permis de conduire, nouvelle mobilité. Et l'idée, c'est que à certains moments clés, ça fait remonter des problématiques issues du terrain Oui. et ça correspond des fois à des sujets de recherche ou alors des fois des sujets de recherche qui ont des retombées sur le terrain. Et voilà, c'est un peu ça qui me caractérise. OK. Donc, ce que tu as nommé déjà, c'est de la collaboration interdisciplinaire, intersectorielle, le Hmm. fait de faire le maillage entre, je vais dire, la vraie vie et la recherche, mais les entreprises, j'imagine aller chercher des fonds, toutes ces structures-là qu'on doit mobiliser pour arriver à réaliser nos envies, nos projets. Comment ça, quels sont les leviers, les freins, comment ça stimule tout ça, l'écosystème, je dirais, de la mise en pratique d'une mobilité, euh, je vais dire fertile, là, mais de favoriser la participation des personnes au final, de tout le monde. Alors, en fait, des deux côtés, c'est un challenge d'aller chercher de l'argent. Je veux dire, Oui. le chercheur passe son temps à chercher de l'argent, Uh-huh. comme l'association passe son temps à chercher de l'argent. Oui. Et donc, il y a des aspects positifs, parce que finalement, dans mon cas, moi, j'ai deux endroits pour chercher de l'argent, du côté associatif ou du côté chercheur. Mm-hmm. Et puis, les aspects négatifs, c'est la même chose, c'est-à-dire que finalement, je passe mon temps des deux côtés à chercher de l'argent. Mm-hmm. Mais si on regarde plutôt ça comme des opportunités, Oui. ce qui est intéressant, c'est que dans mon discours, je peux passer de l'un à l'autre. C'est-à-dire, je peux dire, voilà, c'est un sujet de recherche, qu'est-ce qui justifie et quel est le besoin associé. Je peux directement fournir des cas d'application, des cas d'usage, Mm-hmm. qui vont me permettre d'asseoir la problématique. Non pas seulement au niveau recherche, en disant théoriquement, il se passe quelque chose derrière telle ou telle problématique, mais aussi comme un service
qui peut s'appuyer sur une demande. Et ça, c'est intéressant. Et ce modèle-là, il est dans les deux sens. C'est-à-dire que sur une demande, je vais pouvoir chercher de l'argent, ce qui est difficile en soi, mais Oui, dans lequel je peux accompagner en disant oui, mais en plus, ça peut déboucher sur des sujets de recherche qui sont intéressants pour d'autres secteurs. oui, Et du coup, mes partenaires industriels, en fait, ils sont multiples. C'est le côté opportunité de la transversalité, c'est aussi le fait que j'ai des partenaires issus de différents mondes, des assurances oui. pour les problèmes de mobilité, ou des industriels, par exemple, on parle de mobilité, donc d'urbanité. De ce côté-là, il y a les constructeurs. Le handicap va aussi me permettre d'aborder les problèmes de TMS, donc des problèmes plutôt sur les chantiers. Et du coup, j'anticipe une situation de handicap par une situation de pénibilité. Et donc, j'ai des fois des opportunités pour changer légèrement entre guillemets, l'application ou l'emballage de mon projet, Ouais. mais qui va permettre de façon opportuniste. Donc la métamorphose, Voilà, disons, oui. ça me permet d'aborder des sujets ou d'aller voir des contrats qui sont un peu différents, qui pour la personne sont très spécifiques, mais en fait, à chaque fois, il y a une forme de volet complémentaire ou volet caché ou explicite, ça dépend un peu des projets, qui va alimenter l'autre côté. Et donc, mon travail, c'est d'essayer de trouver, le travail de chercheur, d'avoir une formalisation derrière une application pour pouvoir bénéficier sur différentes choses, différents projets. Puis, pour que ce soit plus clair, plus Ouais. imagé, est-ce que ce serait possible de donner un exemple d'une espèce de versatilité comme ça d'une idée que vous avez eue qui s'est déployée d'une manière puis d'une autre? Oui, alors, je ne sais pas, je réfléchis à plusieurs projets, mais par exemple, du côté du CRM, on a besoin d'aider les thérapeutes et les usagers à pouvoir comprendre s'ils ont finalement l'aptitude à utiliser un dispositif, conduire une voiture. Donc aujourd'hui, il y a un bilan clinique, il y a une étude, un questionnaire, un certain nombre de choses, et du coup, on se dit, ouais, ça serait intéressant d'avoir plus une mise en situation. Une mise en situation veut dire construire finalement un simulateur dans lequel la personne va agir pour une voiture ou pour n'importe un fauteuil roulant, et qui va lui permettre de travailler sur une mise en situation. Cette mise en situation va s'appuyer sur une forme d'immersion. Une Oui. forme d'immersion veut dire que je vais devoir construire un environnement virtuel immersif, oui. et réel, avec ce côté réel important. Donc la robotique va me permettre d'avoir cette notion d'interaction réelle, puis l'informatique ou l'aspect plutôt computer science sur la partie virtuelle. Mais comme je vais développer cet environnement virtuel, je vais donc développer des nouveaux outils qui vont poser des questions au niveau protocole. Ouais. Comment on valide quelque chose qui n'existe pas, comment on le ramène à un protocole validé. Et du coup, on va devoir travailler avec des thérapeutes ou avec des ergonomes pour travailler sur ce modèle qu'on va valider, qui va nous fournir des données. Si ça nous fournit des données, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on peut directement regarder les données, Oui. ce qui est significatif ou pas, donc utiliser les outils des thérapeutes, ou on peut revenir à des analyses de données plutôt computer science pour classifier un peu ce qui s'est passé et extraire des comportements qui sont plus de la recherche, qui vont me permettre de détecter des choses qui vont eux-mêmes, et ainsi de suite. Oui. Il y a une sorte de cycle qui Oui. se fait en changeant de domaine. À certains moments, ça devient de la recherche, d'autres moments, c'est plutôt de l'application. Mais à chaque fois, il y a une sorte de méthode agile qui tourne entre finalement l'usage Oui. et l'aspect théorique et l'aspect conception d'un outil qui, petit à petit, par étapes successives, s'affine dans la prochaine. Cette espèce de triangulation-là permet de saisir des problèmes, des opportunités Voilà, d'une c'est ça. façon C'est l'agilité de la méthode. Ouais, Voilà. ouais. Puis, je sais aussi que vous avez intégré un côté plus créatif, je veux dire artistique. Qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi de regarder de ce côté-là? Alors là, c'est encore une fois, d'abord, il y a une démarche de fond. Mhm. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'appropriation. C'est-à-dire que la personne puisse... Le classique de l'interaction, c'est arriver à personnaliser le dispositif qui va interagir avec la personne. Mais ce qui est, j'allais dire, ultime, c'est l'appropriation. La personne va pouvoir faire ce qu'elle veut de telle chose, y compris faire autre chose que ce qui était prévu. Ouais. Donc il y a ce côté co-utilisation, co-construction, coopération avec le dispositif. Donc ça, c'est quelque chose de très présent, y compris en allant très loin, c'est-à-dire en allant à l'usage assez vite, donc provoquant cette notion-là. Les prototypes rapides, quand même. Voilà, c'est Ouais. ça, en faisant plusieurs versions. De l'autre côté,
il y a des opportunités plutôt de rencontres. Et ça a toujours été quelque chose d'important pour moi de rencontrer et puis de construire quelque chose, même si des fois ça débouche sur rien. Mais là, c'était des rencontres avec une chorégraphe et avec une danseuse. Et leur discours, c'était vraiment des problématiques d'interaction, des problématiques d'appropriation, d'expression, moteur, cognitif, sensoriel. Finalement, les mêmes termes que j'utilise du côté recherche, Ouais. mais là avec un côté plus libre, plus extrême au sens où on libère la mobilité. Là où de l'autre côté on essaye de la compenser, Ouais. là on essaye de la libérer. Et la danse, c'est l'extrême de tout ça. Ouais. Et donc, suite à cette rencontre, ben, on a commencé à construire et j'ai commencé à me dire comment je pourrais me positionner, non pas en modifiant pour une fois quelque chose qui existait, mais plutôt en partant, entre guillemets, de zéro, au sens de mon domaine, c'est-à-dire en reposant les questions de qu'est-ce qu'on veut libérer, comment on peut avoir une mobilité augmentée, qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue de danse, et à partir de là, on est parti, et c'est quelque chose qui est intéressant parce que ce n'est qu'après que la partie recherche a commencé à s'accrocher sur justement quand on commence à adresser des problématiques de mobilité pour les personnes à mobilité réduite, on est sur un enjeu qui ne touche pas que la partie moteur, mais beaucoup plus l'aspect cognitif et émotionnel. Ouais. Et cet aspect émotionnel est aujourd'hui un enjeu fort partout, y compris en recherche. Comment je détecte l'état émotionnel de la personne, comment je prends en compte cet état émotionnel. L'intelligence artificielle, l'analyse faciale, l'analyse... Alors, maintenant, ça, c'est la deuxième étape. Ok. C'est-à-dire, c'est comment je reconnais l'émotion. Mais d'abord, il fallait justifier qu'il y en avait besoin Ok. de prendre en compte cet aspect. Que finalement, l'étage émotionnel qui est intéressant, puisque finalement, on joue dans l'implicite. La collaboration avec la personne ne passe pas par un raisonnement cognitif, mais beaucoup plus rapide, puisqu'elle joue sur quelque chose qui est beaucoup plus Intangible. prégnant, intangible, Ouais. et qui est beaucoup plus au fond de la personne. Et à partir de là, c'est comment je détecte Ouais. ça. Et donc, on revient sur des Quels choses. sont les critères Voilà, quels sont les d'évaluation critères aussi, et quels de sont les façon critères. plus Donc, claire? l'enjeu, je dirais, il est de l'ordre psychologique, sociologique, technologique, informatique. On va retrouver, et usage, on va retrouver tous ces enjeux. Et finalement, d'une question qui était une rencontre, finalement, ça a rempli l'ensemble de mon activité. Et aujourd'hui, c'est devenu un peu le projet référence de tout ce que je fais, qui alimente les autres projets. Parce que c'est à la fois innovant au sens de la tâche, de l'application, mais innovant aussi au sens des développements qui vont abreuver d'autres applications. Si je suis capable de reconnaître dans quelle émotion est telle personne qui se déplace, ça me sert d'évaluation. Mais ça aussi, ça va me servir pour d'autres applications, pour gérer l'interaction. Voilà, donc c'est quelque chose d'intéressant. Moi, j'ai deux questions à ça. C'est en quoi ça modifie votre posture de recherche de travailler avec ces personnes-là? Puis, comment vous travaillez? Est-ce que vous êtes plus intrusif? Donc, vous allez en salle... je ne sais pas dans dans un atelier de danse. Est-ce que vous participez de façon impliquée même corporellement, physiquement? Comment vous voyez justement, comment se matérialise votre collaboration? Alors elle a les deux niveaux. En fait, l'avantage d'avoir une certaine rapidité pour créer, concevoir des prototypes ou des mises en situation fait qu'on peut finalement rapidement arriver à une phase que j'appelle la phase martyre, où on va développer un prototype sur lequel on va pouvoir discuter des choses positives ou négatives, qu'on va pouvoir tester. Et tester, c'est aussi une approche inclusive au sens où c'est pas quelque chose que seule une personne va tester. Donc l'idée, c'est que l'ensemble des différents acteurs de l'équipe au départ ou des partenaires de la danse dans ce projet-là vont pouvoir tester, pouvoir martyriser, Et l'idée, c'était ça. Donc il y a des moments où dans ce projet de danse, les danseurs vont pouvoir s'accaparer, s'approprier et regarder ce qui est positif ou non et renvoyer des infos, comme nous, on va tester, ensemble ou séparément, pour pouvoir dire des choses. Il n'y a pas de censure. Il y a plus que pas de censure. Il y a, sur certaines parties des protos, il y a eu cassure. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés, ils ont forcé, ça marche pas. Tiens, ce truc-là, moi j'aimerais faire des choses, pas prévues.
oh tiens, on va monter à 3 danseurs sur le fauteuil de danse. Ils me l'ont abîmé, mais Ok. c'était intéressant parce que Oui. c'est vraiment la pâte à modeler de la recherche. On vient tous un peu bricoler le truc, Mhm. bricoler au sens de chacun, où chacun l'entend. Ah, ouais. Puis juste, alors, quand vous retournez dans vos appartements, dans votre milieu, qu'est-ce que ça change? Est-ce que vous avez euh, senti des différences ou une porte nouvelle qui s'est ouverte peut-être, mais je sais pas, dans vraiment le travail concret? Bah déjà, oui, mais quand on dit retourner, l'idée c'est quand même le lieu où on est, c'est un lieu Living Lab, c'est un lieu Ok, ouvert. oui, Donc déjà c'est un lieu de partage en soi ouais, où les gens sont chez eux en quelque de sorte. toute façon, ok, Donc ça veut dire que petit à petit, avec le temps, mon espace de recherche est devenu un espace ouvert pour. Et il y partagé. a des moments où les gens viennent. Sur la partie danse, il y a par exemple eu des répétitions des danseurs qui Ok, n'avaient pas de rapport avec enfin oh, direct avec le projet, et ils parfait. étaient là et ils bénéficiaient de ça. Et Mhm. donc c'est vraiment l'esprit Living Lab qui est dedans, Ok, qui fait que bah, ça a changé. oui, C'était pas un Living Lab, c'est devenu. je sais pas, un Exerlab, c'est quelque part quelque chose qui est un peu un objet un peu différent. On Mhm. n'est pas là pour évaluer un produit, on est là pour co-construire un produit, co-tester un produit, collaborer finalement autour de quelque C'est chose. Et la production est un exactement. terrain, je dirais vertical, horizontal plutôt, oui, de partage de Mais connaissances. la verticalité est intéressante dans le lapsus parce qu'en plus, l'association dont je parlais, le CRM, est au rez-de-chaussée et juste au-dessus, le labo. Et Ok, cette verticalité fait qu'à oui, certains moments clés, on peut dire on monte un étage, donc on utilise la verticalité pour aller plus sur des questions de recherche ou mhm, des questions amont, ouais, et on descend plus pour aller au CRM, où on va plutôt tester des choses qui sont un peu plus finies. mhm, Donc il y a cette horizontalité ouais, transversale, test, mais il y a cette verticalité, j'allais dire physique, ouais, pour dire, mais oui, il y a des moments où il faut monter un peu dans l'abstraction, mhm, dans la formalisation. Donc il y ok, a un peu ça. il y a un peu ça aussi. Puis, qu'est-ce que vous prévoyez, ou je dirais pour l'avenir, comment vous imaginez, je dirais la ville, parce que c'est un lieu de mobilité, mais quel facteur va vraiment transformer nos usages de la ville, des moyens de transport d'une part, mais même de la mobilité du piéton, là, au sens très l'être humain. C'est peut-être le partage de la ville qui va être qui va être intéressant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, finalement, on est tous dans des couloirs séparés et on Mhm, voit bien quand on regarde une ville aujourd'hui, on apporte les nouvelles solutions de mobilité, la glisse urbaine qui prend la place ou qui se met à côté de la voiture, qui perd sa place centrale, mais qui est mhm, toujours là à côté. Et tout le monde a du mal à partager. Et puis il y a des problèmes entre les piétons, la glisse. Et il faut un enjeu, c'est que la ville arrive à faire en sorte que ce partage se fasse de façon raisonnée ou avec une émotion pour chacun, mhm, la possibilité que chacun puisse faire ce qu'il a à faire. Aujourd'hui, si vous voulez faire, je ne sais pas, du skate, vous allez dans un skatepark qui est fermé, mhm. et on imagine bien que c'est compliqué d'aller dans la ville. Mais bon, l'idée, c'est de pouvoir faire, y compris en étant inclusif. C'est-à-dire que Ouais. là où le fauteuil roulant va avoir du mal à se déplacer, comment on va pouvoir lui permettre de se déplacer comme les autres, mais de Mhm. façon gentille. Ok. Besoin de terminer. C'est bon? Oui, ça va? Non, c'est bon, j'avais envie d'éternuer. Ok. Oh. C'est pas moi. Non, c'est l'ordinateur, ça va, c'est correct. Quelqu'un nous appelle. Mais, on va conclure comme ça sur les petits bruits. Merci beaucoup, Éric Monacelli. Puis on va voir vos projets sur le web, j'imagine, ou Oui, dans la vraie vie. ou dans les différents pays de la collaboration, puisque Oui. voilà. D'ailleurs, quels sont-ils, ces pays? Là, autour de la table aujourd'hui, Oui, bon, bien sûr la France, oui, mais l'Afrique du Sud avec qui on a un partenariat fort au travers d'un centre oui. franco-sud-africain, le Japon au travers de Tohoku University et mon- enfin je vais dire le Québec au Ouais. travers de Québec City, au travers Ouais. de l'Université Laval. Uh-huh. Et ce qui est intéressant, c'est que ce réseau, c'est un réseau d'échange
j'allais dire, de bonnes pratiques et de bonne expertise, dans le sens où chacun apporte quelque chose d'intéressant. Les personnes âgées étant un enjeu important au Japon, Ouais. une participation, l'usage étant des enjeux ou des expertises développées au Québec. Nous, les aspects peut-être un peu plus technologiques, et l'Afrique du Sud, des aspects sociaux. On voit bien qu'il y a des échanges, chacun Ouais. ayant des compétences et des applications. Et c'est ça l'idée qui est derrière. On retrouve la collaboration, la collaboration. transversalité, mais là géographique. Ouais. Euh, sur la planète, donc ça fait un Voilà. grand terrain de jeu. Exactement. Donc, merci. Merci. Bonne fin de journée.